Bienvenue à tous et toutes. Aujourd'hui, je suis là je suis ravi de vous accueillir virtuellement pour vous parler d'une des formations de l'Université de Lille, proposée par la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. C'est le master droit privé et les deux masters 2 qui en dépendent, qui sont le master de droit privé approfondi et le master de EJP qui, qui en dépendent. Alors, je voulais vous dire quelques mots d'abord de présentation, et puis ensuite je serai ouvert à vos questions, à répondre à vos différentes questions. Alors, ce Master 1 et le Master, la mention droit privé, c'est une mention qui est dans le prolongement des études que vous avez faites, que vous poursuivez jusqu'à présent, des études des études de licence en droit, et en particulier de la licence un peu spécialisée droit privé. L'idée de ce master 1, puis les deux master 2, c'est de maintenir un socle, je dirais généraliste, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Il faut être généraliste et un bon généraliste, de maintenir un socle généraliste de connaissances pour vous donner les fondamentaux du droit privé qui vont vous permettre d'exercer certaines professions, comme la profession d'avocat, comme magistrat, ou faire de la recherche en droit, comme notaire, d'autres professions encore, et qui vont vous permettre, parce que pour accéder à ces professions, il faut passer des examens ou des concours selon la profession, qui vont vous permettre d'une certaine manière, non pas réviser, mais acquérir les connaissances supplémentaires qui vous permettront de passer ces concours et ces examens. Alors, c'est le socle de la formation qui est fait ainsi, dans l'optique de passer les examens, de passer les concours et d'orienter vers les métiers généralistes du droit privé. Et en réalité, on pourrait résumer le socle commun comme le tronc commun en master 1 des matières de droit privé, et les deux master 2 comme un master du côté master DPA, comme un master plus substantiel, plus sur le fond des matières, et dans le master de EJP comme un master davantage orienté vers les matières de procédure. Alors, on va prendre ces différents éléments les uns à la suite des autres. D'abord, le Master 1. Le Master 1, comme l'indiquent les plaquettes auxquelles vous avez, je crois, accès et auxquelles je vous invite à vous reporter, les deux semestres sont divisés en matières fondamentales et matières complémentaires. Au premier semestre de Master 1, les matières fondamentales, alors ce sont des cours que vous devez suivre, et vous pouvez choisir deux travaux dirigés assortis à ces matières. Vous avez du droit des régimes matrimoniaux, du droit international privé et du droit des entreprises en difficulté, qu'on appelle aussi parfois procédure collective. Et vous avez deux TD à choisir parmi ces trois matières. Ça, c'est le socle commun des matières fondamentales. C'est vraiment le socle commun des matières de droit privé, et ce sont toutes les trois des matières particulièrement importantes que vous aurez à suivre ici. Dans les connaissances complémentaires, vous aurez le choix entre plusieurs matières, entre le droit des contrats d'assurance, le droit pénal spécial, le droit de la consommation et le droit de la propriété littéraire et artistique. Ça forme un bloc. Il y a ensuite un bloc projet de l'étudiant. Vous avez le choix entre des aspects culturels de l'Europe, c'est de la culture générale européenne. Vous inscrire aussi à la clinique juridique, ça c'est quelque chose qui a beaucoup de succès généralement, ou alors le module PIX plus droit, que vous connaissez certainement, les compétences numériques juridiques. À côté de ça, des langues vivantes vous sont proposées. Vous avez le choix entre anglais, espagnol et allemand, un choix parmi trois, et du numérique avec un cours de grands principes européens du droit du numérique. Toujours au premier semestre, parce que parfois ça manque dans les études juridiques, on a souhaité vous proposer un cours d'argumentation juridique. On apprend à argumenter par mimétisme en réalité, en écoutant ses chargés de travaux dirigés, en lisant les notes de doctrine. Là, on va consacrer des heures spécifiquement à apprendre l'argumentation juridique. C'est fondamental, c'est une matière qui est fondamentale, et les retours qu'on en a cette année sont très bons. Et par ailleurs, toujours au premier semestre, il reste deux blocs. D'abord un bloc droit européen, droit privé européen et histoire, avec certains choix de matière en ce sens.
Et puis, pour les étudiants qui souhaitent s'orienter du côté plus procédure, on vous ouvre, d'ailleurs pour tout le monde, on vous ouvre au mode alternatif de règlement des conflits qui prennent beaucoup d'importance aujourd'hui et à l'arbitrage, et au contentieux judiciaire. Ça, c'est pour le premier semestre. Alors, vous voyez qu'on passe en revue un certain nombre de compétences, un certain nombre aussi de matières. L'idée, c'est de former véritablement de bons juristes, étant précisé que vous êtes sélectionné au début à l'entrée du Master 1, donc vous avez peut-être un peu plus d'heures de cours qu'en licence, mais c'est tout à fait raisonnable. Et en outre, l'objectif, c'est que vous arriviez préparé aux examens et aux concours, et toute la maquette a été pensée pour ça. Au deuxième semestre de Master 1, vous avez pareil un bloc fondamental avec 3 matières, et vous devez choisir 2 TD parmi les 3 matières. Ces 3 matières sont le droit des successions et des libéralités. C'est le complément en fait du droit des régimes matrimoniaux. C'est ce qu'on appelle, sa forme avec le droit des régimes matrimoniaux, ce qu'on appelle le droit patrimonial de la famille. Et vous avez à côté de ça du droit international privé spécial. C'est le complément du droit international privé général. Généralement, on étudie en droit international privé spécial les contrats, les biens et la famille. Il y a d'autres manières de l'enseigner, mais c'est le schéma classique. Et puis, vous avez aussi un enseignement consacré au droit immobilier. Alors, le droit immobilier, dans tous ces aspects, qu'il s'agisse de construction, de copropriété, de différents baux, tout ça, vous l'étudierez en droit immobilier, qui est une matière qui qui gagne à être connue des étudiants et des privatistes. À côté de ça, des connaissances complémentaires aussi, avec un premier bloc dans lequel vous pouvez choisir entre plusieurs matières, parmi lesquelles le droit du dommage corporel, qui se développe beaucoup aujourd'hui. Vous avez peut-être des souvenirs du droit du dommage corporel indirectement par le droit des obligations et le droit de la responsabilité civile. Droit rural et agroalimentaire, droit de l'environnement, et puis droit maritime et des transports. À côté de ça, les projets de l'étudiant vous font choisir parmi des matières qui sont sensiblement les mêmes qu'au premier semestre. On y ajoute un stage. Vous avez la possibilité d'avoir un stage professionnalisant. Et puis, toujours dans cette optique, on a voulu ouvrir un modèle de pratique, un module pardon, de pratique contractuelle et de rédaction d'actes. Alors, on vous laisse le choix parmi un module, technique contractuelle sociétaire, bancaire, immobilière. Vous pouvez regarder, faire votre choix. L'idée, c'est de vous euh, faire mettre un peu la main à la pâte, vous faire rédiger des clauses, de vous faire prendre conscience de ce qu'est la pratique juridique dès le Master 1. Et puis, le deuxième semestre est complété par un module de langue avec les mêmes options et, très important, par un cours de procédure civile d'exécution qu'on appelle aussi voie d'exécution. Alors ça, c'est une matière qui est fondamentale pour le NM et pour le CRFPA, donc qu'on a souhaité insérer à l'intérieur de cette maquette. Ça, c'est pour le Master 1. L'effectif prévisionnel, il est de 60 étudiants. Donc, il y a une sélection qui s'opère à cette hauteur. Et la sélection, comme vous le savez, se fait à l'entrée du Master 1. Et une fois que vous êtes entré dans le Master 1, vous avez ensuite la possibilité, une fois que vous avez validé aussi votre Master 1, de vous diriger vers l'un des 2 Master 2. Et ces 2 Master 2 sont les Masters droit privé approfondi, que je dirige aussi depuis quelques années. C'est le master généraliste en droit privé qui est dans le prolongement vraiment du tronc commun. Et à côté de ça, le master EJP, études judiciaires et processuelles, qui est dirigé par le professeur Nicolas Dissot et qui est davantage orienté procédure. Alors, dans ce dernier, droit EJP, dans le master EJP, vous avez un certain nombre d'enseignements fondamentaux comme le droit des droits de l'homme, comme la procédure civile, les principes directeurs du procès. Vous avez aussi de la procédure, toutes les procédures en réalité pénales, civiles, le contentieux administratif. Vous avez des enseignements consacrés à la QPC. Vous savez qu'on en a fêté les 10 ans l'année dernière et que le bilan est plutôt bon, mais qu'il y a encore des choses à améliorer. Les requêtes CEDH aussi, de l'arbitrage, des procédures d'urgence. Vous voyez, c'est très orienté contentieux, c'est très orienté profession judiciaire. Vous avez aussi de la déontologie des professions judiciaires, et puis des modules d'ouverture. Des modules d'ouverture, en particulier droit et littérature, culture générale, des modules d'actualité aussi. Et vous avez aussi un mémoire et un stage proposé. Alors,
Pour le Master 2, droit privé approfondi, cette fois-ci, vous avez, pareil, des connaissances qui sont orientées vers l'idée que vous allez passer des examens, des concours, et puis aussi, au-delà des examens et des concours, l'idée qu'on est un bon juriste ou une bonne juriste que si on est d'abord un bon généraliste ou une bonne généraliste. Alors, le Master 2 passe en revue un certain nombre de matières fondamentales. Vous avez d'abord un tronc commun qui correspond en réalité aux matières que vous allez être obligé de choisir. Donc, il n'y a pas de choix dans les examens et les concours que vous passerez, type CRFPA ou ENM. Et là, les matières qui sont concernées, c'est d'abord le droit des obligations. Alors, peut-être que certains d'entre vous, on se connaît du cours de droit des obligations de licence 2. Ce n'est pas par déformation que le droit des obligations est ici en matière fondamentale, c'est parce que la matière de droit des obligations figure dans le programme des examens et concours. Alors, c'est comme ça, et c'est pour ça que ici, c'est une matière obligatoire qui est en outre une matière de tronc commun du droit privé. À côté de ça, une matière de droit privé européen et international. Obligatoire, droit européen, droit international, pour avoir les fondamentaux du droit européen et aussi du droit international privé. Et troisième matière obligatoire, théorie générale et sources du droit. Ça, c'est la culture juridique appliquée au droit. Finalement, vous connaissez le cours d'introduction au droit que vous avez suivi au premier semestre de première année de licence 1. Ici, ce serait une forme d'introduction un peu musclée au droit. On pourrait presque dire en Master 2 que ce serait un séminaire, non pas d'introduction, mais un séminaire finalement de conclusion au droit. On refait le bilan, de manière générale, de tout ce que vous avez vu au cours des années, et ça vous sert pour les épreuves de culture générale, pour les grands oraux, également, CRFPA, ENM. Et à côté de ça, des cours optionnels, parmi lesquels droit des personnes et de la famille, droit des biens et des sûretés, droit des affaires, puisque le master droit privé, ça a vocation aussi à recueillir des juristes affairistes qui souhaiteraient garder une formation un peu généraliste, mais s'orienter aussi vers du droit privé plus général, en vue peut-être d'une thèse ou d'autres projets professionnels. Donc droit des affaires, je vous disais, droit social et droit pénal. On a aussi la possibilité de choisir des matières de droit pénal dans le master droit privé approfondi. Et à ces cours optionnels correspondent ce qu'on appelle en Master 2 des séminaires. Vous avez le pendant. Ce n'est pas tout à fait comme la division cours d'amphi et travaux dirigés, mais c'est un peu la même idée. Ici, des cours optionnels et des séminaires optionnels. Par ailleurs, un mémoire de recherche vous est demandé, un stage. Alors idéalement, le stage, c'est un stage de recherche, ce qui veut dire que, non pas vous n'êtes pas obligé de le faire à l'université, dans un laboratoire, mais vous devez essayer de trouver un stage qui soit un stage de véritable recherche. Alors, des recherches en vue de rédiger des conclusions d'avocat, ce n'est pas vraiment ça le stage de recherche. L'idée, c'est que vous alliez dans un service de documentation et d'études, dans le service de documentation d'un tribunal ou pour des notaires, pour véritablement que vous mettiez à profit ce stage pour faire de la recherche. Vous aurez tout le temps après de faire un stage optionnel, sachant que les stages optionnels sont tout à fait ouverts aussi aux étudiants du Master 2 qui en font régulièrement, y compris cette année. Pour compléter ce Master 2, il y a un module culture juridique avec le raisonnement juridique qu'on retrouve ici, qui est la deuxième partie en réalité de ce qu'on a vu, de ce que vous aurez vu en Master 1. Et puis, pour vous ouvrir, une matière qu'on appelle philosophie socio-anthropologie juridique. Pour vous donner une idée, cette année, les heures sont consacrées à la bioéthique, puisque vous savez que le droit de la bioéthique est en train d'être réformé avec les questions de la PMA, de la GPA notamment, la gestation pour autrui, qui se posent. Voilà, et puis un module langue avec un cours de droit comparé en anglais, plusieurs heures, et un complément à choisir entre anglais juridique, espagnol juridique et allemand juridique. Je crois qu'on a fait le tour des matières, des différentes matières qui peuvent être proposées dans le Master 1 et dans le Master 2, dans les Master 2. Je vous ai dit que le nombre d'étudiants qui étaient sélectionnés était de 60 au départ, 60 étudiants, et ensuite, vous avez le choix du parcours en Master 2. 60 étudiants, pour vous donner une idée. L'année dernière, on a reçu en Master droit privé 1500 candidatures, à peu près,
qui venaient de toute la France. Et ça nous a conduit à classer les candidatures en 3 listes. La liste des admis, la liste d'attente, parmi lesquelles on a pris beaucoup d'étudiants, parce que un étudiant toulousain qui peut demander le Master 1 en droit privé à Lille, s'il a le Master 1 droit privé à Toulouse, peut-être que son choix se porterait davantage sur le fait de rester dans une université d'origine. Donc ça, ce n'est pas du tout quelque chose de définitif. Si vous êtes en liste d'attente, on peut considérer que vous avez des chances, et de bonnes chances d'être admis ensuite à l'issue des sélections. Mais simplement, on n'a pas d'autre choix que de faire des listes d'attente avec 1500 candidatures. Et la 3e liste, malheureusement, c'est une liste des étudiants qu'on ne peut pas admettre dans la mention droit privé. Et voilà. Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, et à moins que j'ai oublié des choses, mais vous me le ferez remarquer. Et je suis ouvert aux questions que vous pourrez me poser, avec du service de scolarité, et notamment de Madame Violaine Sander, qui est responsable du service de scolarité et qui est co-animatrice de la réunion. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous aurez des contacts aussi avec le service administratif de scolarité, et que c'est un service sans lequel on ne réussirait pas à faire notre travail. On a l'aspect pédagogique de notre côté, mais le service scolarité fait un très très bon travail, et je les en remercie devant vous aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions auxquelles on va essayer de répondre, Madame Sander du côté administratif et moi du côté pédagogique au mieux? L'argumentation juridique, première question qui est posée sur le chat. Est-ce qu'on y apprend des techniques de discours, ou est-ce qu'on étudie des argumentaires déjà existants pour en comprendre la construction? Alors là, ça dépend des enseignants. Il n'y a pas de programme préfixé. Je peux juste vous dire que c'est le professeur Gaëtan Guerlain qui s'en occupe, et c'est vraiment un tutu personnel que je lui ai proposé de s'en occuper. Et c'est quelqu'un qui est spécialiste d'argumentation juridique, qui aime beaucoup. Et c'est un enseignant qui a vraiment à cœur de vous préparer au concours, de vous rendre opérationnel. Donc, la méthode, je ne sais pas, ça dépend chaque année, ça peut changer aussi. Mais dans tous les cas, c'est un cours sur lequel j'ai de très bons retours. Pour le moment, c'est un peu tôt, puisque vous savez que les maquettes datent de l'année dernière, et que c'est la première année. Mais ce qui est certain, c'est que l'argumentation juridique a beaucoup de succès. Ce dont j'avais l'intuition depuis un moment, ce dont on avait l'intuition avec l'équipe pédagogique avant de refaire la maquette. Quels sont les critères de sélection pour entrer dans le même droit privé à Lille? Alors effectivement, c'est peut-être la meilleure des questions. Les critères de sélection, avant tout, le parcours antérieur. Avant tout, le parcours antérieur. Et je ne vais pas vous surprendre en disant que ce qui compte, ce sont 2 choses. C'est 1, les résultats que vous avez obtenus jusqu'alors, et 2, la cohérence du parcours antérieur. Alors, ça veut dire que si vous avez choisi de faire une double licence droit et philosophie, si vous avez un parcours atypique, vous ne serez pas dans le moule. Au contraire, on est très sensible au parcours atypique, mais il faut que votre candidature réponde à une certaine logique sur ce point. Quant aux résultats, je peux vous dire que l'année dernière, sur 1500 candidatures, sur liste d'attente, sur liste principale, pardon, les candidats avaient tous au moins 1, voire 2 mentions. Sur 1500, c'est obligatoire. Il y a forcément beaucoup d'étudiants qui ont des mentions. 1 à 2 mentions, parfois 3, souvent 3. Et par ailleurs, sur la liste d'attente, ensuite, vous pouvez... oui, il peut y avoir une mention, ou alors des notes très proches de la mention. La question du redoublement qu'on pose parfois, c'est pas grave. Si vous avez redoublé, si vous avez un accident de parcours, mais que pour le reste, vous avez montré votre progression, si vous êtes passé au rattrapage une année, s'il y a un bloc qui est moins bien passé, ça peut arriver. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas dans le champ parce que vous avez redoublé. Après, si vous avez 3 redoublements et que c'est difficile, je vous ai dit, là, le principal, elle est souvent de 2 à 3 mentions quand même pour l'année dernière. Après, tous les ans peuvent changer. L'année dernière, on a eu beaucoup de candidatures. Voilà pour le critère des résultats.
et la cohérence du parcours. L'idéal, c'est quand même d'avoir suivi un peu les fondamentaux du droit privé, mais dans la mesure où vous avez suivi une licence en droit, même si vous avez choisi certaines matières un peu publicistes, c'est pas grave, c'est bien, c'est une richesse. Vous pouvez tout à fait prétendre à avoir le master droit privé ensuite, si c'est cohérent. Par ailleurs, les expériences à l'étranger, les doubles formations, c'est toujours apprécié. Si vous avez une double formation, si vous avez, si vous avez quelque chose, une activité à côté particulière, il ne faut pas du tout hésiter à le mentionner. C'est quelque chose, on étudie tout le dossier, tout votre dossier, de A à Z, avec évidemment, en ligne de mire toujours, les résultats que vous avez obtenus qui sont le premier critère. Mais ce n'est pas du tout le seul. Voilà pour cette question. Alors, une personne lève la main, peut-être que ça veut dire que vous voulez poser une question à l'oral, je ne sais pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais vous demander si le cursus choisi en droit privé permettait d'accéder, était le mieux, comment dire, était à prioriser pour accéder au métier de commissaire de justice. C'est difficile à dire pour deux raisons. La première raison, c'est que le métier de commissaire de justice, vous savez qu'il en regroupe deux à l'avenir. Oui. Qu'il y a une partie du commissaire de justice qui est très procédure et une partie du commissaire de justice qui est un peu moins procédure. Bon, donc là, il y a la restructuration de ce métier qui fait qu'on ne peut se prononcer que de manière prospective. Néanmoins, je crois que le master droit privé, c'est peut-être l'un des masters, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de répondre, c'est qu'il y a une offre de master très développée à l'Université de Lille et à la faculté de droit, et qui fait que vous pourriez aussi vous orienter vers un master de droit pénal, vers un master. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible en vous répondant. Je pense qu'au regard des deux aspects du métier de commissaire de justice, c'est peut-être le master droit privé qui vous permettrait de réaliser cette ambition, avec peut-être du côté anciennement commissaire-priseur le droit privé tout court, et du côté anciennement huissier de justice plutôt les procédures. Est-ce que D'accord. ça répond à votre question? Oui, c'est ça. En fait, il me semblait bien que parmi l'offre proposée par l'Université de Lille, c'est bien le master droit privé qui était à prioriser à mon sens, mais je préférais avoir votre réponse. Je vous remercie. Oui, après, il y a différentes manières de l'enseigner. Si vous voulez une orientation plus internationale, il y a Oui, des anciennement huissiers de justice qui ont des spécialités plus internationales. oui. Dans ce cas-là, le Master 1 DID, droit international et droit européen, c'est une possibilité. Mais je crois que la réponse de principe, c'est plutôt que le Master droit privé est plutôt le Master, pas dédié, mais à privilégier. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions orales aussi, tant qu'on y est? Non, alors je vais prendre la liste. Vous pouvez me couper à tout moment si vous le souhaitez. Est-il possible, cumulativement à la formation normale, en formation hybride ou formation à distance? Alors, est-ce que vous me demandez si vous pouvez candidater et... Ah oui, vous voulez candidater et en formation normale, et hybride, et à distance. Alors là, je parle sous le contrôle de Madame Sander. J'ai une réponse qui me vient. Je vais peut-être m'abriter derrière Madame Sander, mais j'aurais tendance à vous dire qu'on peut candidater. Madame Sander, est-ce que je peux vous appeler en renfort? Oui, bonjour à tous. Alors, vous postulez dans le Master 1 droit privé et en effet, ici à la faculté, on le propose sous trois formes. Soit, on va dire, un schéma classique en présentiel, soit en hybride, celui-là étant réservé exclusivement aux personnes ayant un statut de formation continue, donc en reprise d'études, demandeurs d'emploi, et à distance. Donc, les cours sont disponibles à distance et aucun enseignement n'a lieu en présentiel. En fait, vous postulez pour le Master 1 droit privé, donc c'est la même formation, c'est juste que c'est des modalités de ce Master 1 qui existent, qui sont différentes. Donc, quand vous allez postuler sur e-candidat, vous ne constituez qu'un seul dossier pour l'une des trois formules.
selon sous quelle formule en fait vous souhaitez intégrer ce Master 1, si c'est en présentiel, en distanciel ou si vous relevez du régime de la formation continue et voulez le suivre en hybride. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, pour la lettre de motivation, à qui est-ce que vous devez l'adresser? Est-ce que seulement à moi ou est-ce qu'au professeur Dissot aussi? Ça a assez peu d'importance, vous pouvez l'adresser au jury. C'est moi qui suis président du jury, en tout cas, puisque je suis responsable de la mention. Dans tous les cas, vous pouvez l'adresser soit à moi, soit à Nicolas Dissot et à moi. Ça a finalement assez peu d'importance. Mais pour répondre à votre question, au stade du master, c'est moi qui suis responsable du master. Donc, a priori, je chapeaute l'équipe, mais il y a aussi Nicolas Dissot dans l'équipe de sélection, bien sûr. La possibilité d'étudier le droit international. Alors, est-il possible d'intégrer un Master 2 internationaliste à la suite de votre Master 1? Alors, ce que j'ai évoqué sur la possibilité d'étudier le droit international, je faisais référence à deux reprises, j'ai parlé du Master 1 DID, déjà, qui est une autre mention. Et j'ai parlé aussi des cours de droit international qui figurent dans le Master droit privé, parce que c'est très important. Vous avez un grand nombre d'heures de cours de droit international dans le master droit privé. Sur votre question spécifiquement, est-ce qu'il est possible d'intégrer un master 2 internationaliste? Alors là, c'est un jeu de passerelle qui est un peu difficile. L'idée de la réforme des masters, c'est qu'une fois que vous êtes entré dans la mention, en principe, vous y restez. À titre personnel, je ne suis pas du tout défavorable, bien au contraire, et je l'ai dit dès le départ, et je l'ai vu avec mes collègues, je ne suis pas du tout défavorable à admettre en master 2 des étudiants qui viendraient d'un autre Master 1. Par exemple, un étudiant qui aurait fait un Master 1 droit social et qui souhaiterait avoir des connaissances un peu plus générales en Master 2, suivre des cours un peu plus généralistes, je suis tout à fait favorable à examiner la candidature. Mais je pense que c'est une procédure un peu différente avec des passerelles. Ça n'est pas l'idéal. Si vous souhaitez faire du droit international, il vaut mieux aller dans un Master 1 droit international qui vous fait déboucher sur un Master 2 droit international. La passerelle est moins facile de Master 1 à Master 2 de mentions différentes. Les moyennes des TD sont-elles prises en compte dans la sélection ou seulement la moyenne globale? Oui, tout. On prend vos relevés de notes tels qu'ils nous sont donnés, avec la moyenne générale bien sûr, mais avec les différentes notes que vous avez pu obtenir. Bien sûr, la moyenne de TD est prise en compte et ça révèle des qualités qui sont très différentes d'ailleurs chez les étudiants. L'examen, vous devez avoir réussi l'épreuve le jour fixé. Le TD, vous devez avoir été d'une certaine manière plus constant ou constante tout au long du semestre, puisque les TD, votre chargé de travaux dirigés vous connaît tout au long du semestre et de l'année. Donc les deux sont aussi importants. Quelqu'un qui obtient 17 en travaux dirigés et un petit peu moins en examen, c'est très bien d'obtenir 17 en travaux dirigés. Donc les moyennes sont prises en compte. Est-ce que le semestre 6 de licence 3 est pris en compte dans la sélection? Oui, bien sûr, dans la mesure du possible, avec le calendrier simplement, et l'obtention des résultats en fonction des facultés. Mais oui, en principe, on prend en compte dans toute la mesure du possible. Parfois, ce n'est pas totalement possible d'obtenir tous les relevés. On fait avec, et de toute façon, il vous est demandé d'annexer votre relevé de notes de semestre 6 dès que vous le recevez. Alors, je vais apporter peut-être une petite précision quand même. Au moment où vous allez faire votre dossier de candidature, vous n'aurez pas vos résultats du semestre 6. Donc, ils ne sont pas demandés, il ne vous est pas demandé de les joindre à votre dossier. Pour les étudiants qui viennent de chez nous, de notre licence, les enseignants et nous-mêmes avons accès aux résultats de licence dès les jurys se sont réunis. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, si peu de temps après la clôture des candidatures, ils ont leur relevé de notes du semestre 6, ils peuvent compléter leur dossier un peu plus tard, mais en sachant que selon le moment où leur dossier est complété, la commission aura potentiellement déjà étudié leur dossier. Donc, pour ceux qui viennent de chez nous, j'aurais tendance à dire que le semestre 6 est assez facilement pris en compte parce que vous êtes de chez nous, donc les résultats sont accessibles facilement dès que les jurys se sont réunis. Pour ceux de l'extérieur, ça dépend à quel moment ils transmettent ce relevé de notes du semestre 6 et si la commission s'est déjà réunie ou non.
Merci beaucoup. Les lettres de recommandation, est-ce qu'elles sont bien perçues pour enrichir son dossier de candidature? Oui, toujours. Néanmoins, ne recherchez pas à tout prix une lettre de recommandation. Il faut qu'une lettre de recommandation apporte quelque chose. Ce n'est pas parce que vous aurez une lettre de recommandation que vous serez pris, ce n'est pas parce que vous n'en aurez pas que vous ne serez pas pris. C'est un plus, simplement, si ce qui y est dit et le contexte dans lequel c'est dit apporte. Et là-dessus, on a l'habitude, on voit passer des lettres de recommandation. À titre personnel, on me demande des lettres de recommandation. J'ai pour habitude de recommander les étudiants, mais de recommander quand c'est possible de le faire. Par exemple, sur les amphis de deuxième année, où vous êtes parfois 5 ou 600, je ne peux pas vous recommander si vos notes n'ont pas été bonnes dans ma matière et si vous vous êtes pas distingué de manière particulière. Ça, cette lettre de recommandation, elle n'a pas de sens. Et s'il y a des lettres de recommandation comme ça dans le lot des dossiers qu'on étudie, elles ont évidemment moins de sens qu'une lettre de recommandation qui indique que vous étiez la première, le premier de votre amphithéâtre en droit administratif, que vous avez eu la note de temps et que vraiment votre copie était très bonne. Il faut que la lettre de recommandation repose sur des données objectives. Si c'est je recommande parce que je recommande, là, ça a moins d'impact, évidemment. Est-ce que les stages sont pris en compte dans la sélection? Alors, je peux vous faire ma propre réponse. Pour moi, c'est une richesse. Tout ce qui est dans votre dossier et qui donne une coloration particulière à votre dossier, où on voit votre personnalité, alors ça vaut aussi pour la lettre de recommandation, pour la lettre, pardon, de motivation. Ça exprime votre personnalité. Tout ce qui est un plus est pris en compte. Le stage, c'est évidemment un plus. Ça montre que vous avez essayé d'entrer en pratique, en contact avec... Voilà, c'est évidemment pris en compte. Après, c'est un élément complémentaire. Les exigences vis-à-vis des prises d'initiative, de travail commun, de la promotion, c'est une question très difficile sur qu'est-ce qui nous fait estimer qu'on a fait le bon choix lors de la sélection. Déjà, je peux commencer par vous dire que cette année, elle est un petit peu particulière, évidemment, puisque tout ou presque se fait à distance. Néanmoins, je sens une cohésion de groupe dans le Master 1 qu'il n'y avait pas dans les Master 1 sans sélection. Je suis sûr que l'année prochaine, quand on reprendra des conditions, j'espère, normales, les raisons pour lesquelles nous, on fait ce métier et vous avez choisi d'être à l'université, je suis sûr que la cohésion du groupe et la prise d'initiative se ressentira d'autant. C'est un petit groupe, vous avez été sélectionné, il y a presque un esprit école aujourd'hui dans les masters qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui nous fait estimer qu'on a fait le bon choix? Ça, c'est très difficile à dire. La sélection se fait sur les dossiers. C'est très compliqué de faire une sélection, c'est très compliqué. On essaye de faire au mieux selon les critères qu'on a. Ce qui me fait dire quand même que la promotion est bien, d'abord, ce sont les résultats qui sont obtenus au premier semestre, qui sont de manière incommensurable meilleurs que les résultats qui ont été obtenus jusqu'alors en Master 1 droit privé. Forcément, quand on a pu sélectionner des dossiers qui avaient jusqu'à présent des mentions, les résultats sont meilleurs. Il y a peut-être plus de participation. J'ai eu des retours qui étaient bons en tant que directeur de master. J'y enseigne aussi, j'ai pu constater la participation. Et puis, les prises d'initiative, le travail commun. Évidemment, les petits groupes permettent de favoriser ce travail commun. Et dès l'année prochaine, je suis certain que le travail commun et la prise d'initiative sera encore meilleur. La dernière question que j'ai sur le chat: comment réalise-t-on des comparaisons entre les notes alors que les établissements ne sont pas les mêmes, avec le contexte ne sont pas les mêmes? Distance-présence. Oui, effectivement, je vais vous dire, il y a une autre chose qui fait qui rend la chose difficile, mais on est habitué, et c'est notre métier, et ça fait des années qu'on fait ça, et c'est pour ça qu'on le fait avec amour. Il y a aussi autre chose, c'est que les notes, parfois, certaines universités notent sur 80, les matières 180, sur 10, sur 20, sur 15, sur 17. Bon, on est habitué à ça, on arrive à comparer des notes à peu près. Et voilà, après, sur les modalités, sur le contexte sanitaire, effectivement, ça change en fonction des étudiants. Je pars du principe qu'une université qui vous donne votre année et votre diplôme et qui dit que votre année et votre diplôme valent 13,
ça vaut 13. C'est la présomption que, voilà, si ça vaut 11, ça vaut 11, si ça vaut 15, ça vaut 15. On a dû adapter. Évidemment, les adaptations ont été très différentes en fonction des universités. La question, c'est comment est-ce que vous avez su répondre, vous, aux épreuves qui vous étaient demandées, et la comparaison ne peut se faire que sur ce point. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Il y a ce petit élément en plus du contexte sanitaire et des différentes épreuves. À mon sens, et j'en ai déjà fait l'expérience l'année dernière, ça n'est pas déterminant. C'est pas quelque chose. C'est pas parce que dans telle université vous aurez eu telle matière en contrôle continu et dans une autre université vous aurez eu un oral sans préparation avec ou un écrit à rendre sur Moodle. C'est pas ça qui est déterminant. On voit aussi la cohérence d'un parcours. Vous avez suivi différentes années en présentiel, comme on dit maintenant, et beaucoup de vraies années dans les amphis, et d'autres en distanciel, on arrive à voir. Soyez rassurés, c'est notre métier, on le fait, et on essaie de le faire le mieux possible, et ce ne sont pas des obstacles pour nous à la sélection, et ce ne sont pas du tout, pour vous le dire, des critères qui conduisent à l'arbitraire, pas du tout. On est très vigilants. On compare toutes les sélections qui sont faites par les uns et les autres. On est une équipe à réaliser les sélections et on s'accorde d'avance sur les critères. On se tient au courant en temps réel par des manières technologiques. Donc on voit où en est la sélection, qui a fait quoi. Et je repasse sur tous les dossiers aussi et sur les listes après. Voilà, n'ayez pas de crainte par rapport au contexte sanitaire. On fait tout dans votre intérêt. Et je peux vous le garantir. Alors, pour le retard, je suis désolé, vous pourrez revoir je ne vais peut-être pas revenir sur ce qu'on a dit entièrement. Vous avez un certain retard. Quelles sont les matières prises en compte lors de la sélection? Toutes. Votre parcours général, les notes que vous avez pu obtenir, et voilà, c'est l'ensemble. Pour le diplôme, est-ce que seule la 3e année sera prise en compte pour l'obtention de la moyenne? Je ne comprends pas tellement la question, je ne suis pas sûr qu'elle me concerne. Pour votre licence, vous avez des notes de licence 1, licence 2, licence 3. Je ne comprends pas tellement votre question en réalité. On regarde les mentions qui sont obtenues chaque année. Si c'est la question que vous avez, mention en licence 1, mention en licence 2, mention en licence 3, étant précisé aussi qu'on sait qu'il y a des universités qui délivrent une mention à 13, d'autres à 12, on le sait, et donc un 12 vaut 12, un 13 vaut 13, voilà. C'est ça qu'on regarde en réalité. Est-ce que la plupart des élèves de la promotion de cette année sont des élèves issus de la faculté de Lille? Je dois vous dire que je n'ai pas la statistique. Je ne sais pas. Peut-être que Madame Sander peut m'aider. On n'a pas fait les statistiques, en tout cas de mon côté. Alors là, sous la main tout de suite, en M1 privé, je ne l'ai pas de tête. Je ne pourrais pas vous la donner là tout de Ce que suite. je peux vous dire aussi, c'est que sans avoir le nombre, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi de l'université de Valenciennes, qu'on appelle maintenant l'UPHF, ou qui viennent de Boulogne ou de Dunkerque également, qui peuvent venir de Douai, qui peuvent venir d'Amiens, qui peuvent venir aussi du Havre, qui peuvent venir de Rouen. Lille est un peu un pôle régional pour les études de droit à partir du Master 1. On a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent d'Amiens, qui viennent de Boulogne, qui viennent de Valenciennes. Voilà. Donc, je ne sais pas en revanche si la majorité vient de l'Université de Lille. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on n'a pas de critères de sélection Université de Lille en licence ou pas. Ce qu'on regarde, ce sont les résultats. Et puis, c'est ça qui compte. Après, finalement, pour répondre aussi à votre question de manière utile, si il y a plus d'étudiants de l'Université de Lille, ce que je ne sais pas, c'est le choix des étudiants. Ça veut dire que les étudiants qu'on a sélectionnés choisissent plus l'Université de Lille, mais nous, on n'a pas ce tri-là en tête du tout quand on fait les sélections. Est-ce que le distanciel est accepté pour tous? Alors, je ne sais pas, je sais pas le distanciel l'année prochaine, en principe, on n'en aura pas, sauf dans les masters à distance.
L'enregistrement, vous pouvez le retrouver sur la page de l'Université de Lille. Les rattrapages sont-ils rédhibitoires? Non, comme je vous le disais tout à l'heure, les rattrapages ne sont pas du tout rédhibitoires. Ôtez-vous ça de la tête. Vous pouvez être allé au rattrapage et puis avoir eu que des mentions. Ça arrive. Je connaissais, quand j'étais étudiant, des étudiants qui étaient spécialistes de passer le rattrapage et qui obtenaient tout le temps 13 de moyenne. Très bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Non, non, pas du tout. Ce qui compte, c'est savoir si, dans le cadre de l'année qui vous est donnée, rattrapage compris, vous avez réussi à avoir des notes qui vous placent dans les bons dossiers ou pas. Mais les rattrapages ne sont pas rédhibitoires. Un redoublement n'est pas rédhibitoire, pas du tout. Ôtez-vous ça de la tête. Quel est le meilleur Master 2 pour envisager de passer le concours d'avocat? Alors, l'examen d'avocat. Donc, le meilleur Master 2, ça dépend. Ça dépend vraiment. J'aurais tendance à vous dire, et mon choix est un petit peu orienté, mais j'aurais tendance à vous dire que le meilleur Master 2 pour envisager de passer l'examen d'avocat, c'est un des deux Master 2 qui dépend du tronc commun, qui dépend donc soit Master 2 DPA, soit Master 2 EJP, parce que précisément, ça vous donne une formation généraliste. Et si je devais me prononcer, ce serait très difficile, parce que le Master EJP vous donne des connaissances processuelles, des connaissances du procès, plus orienté procédure, mais le Master 2 droit privé approfondi vous fait réviser les matières que vous aurez à passer. Donc, voilà, je n'ai pas forcément de bonnes réponses. Il y a aussi des masters de droit pénal qui vous permettent de réviser et de vous préparer à cet examen d'avocat et à ce concours de la magistrature. Est-ce qu'il y a des matières à avoir pris obligatoirement en TD au cours de la licence pour ce master? Non, non, pas spécialement. Maintenant, si votre parcours révèle que vous avez suivi davantage de droits privés, comme le droit des biens, comme le droit des sûretés, comme le droit de la famille, forcément, c'est quelque chose qui, comme le droit, la procédure civile, les grands principes du procès, c'est quelque chose qui, on est un petit peu sensible à la cohérence de ce parcours, mais c'est pas du tout un prérequis nécessaire. Les diplômes et résultats obtenus antérieurement à la licence sont-ils également étudiés? Bien sûr, tout votre dossier. On prend votre dossier de A à Z, on regarde toutes les pièces. En principe, on regarde toutes les pièces selon la même méthode, tous. Vous êtes tous traités à la même enseigne et on regarde tout, absolument tout. Est-ce que le fait de prendre le master droit privé en deuxième choix est rédhibitoire? Je pose la question à Mme Sander sur la possibilité ou pas pour les membres de jury de savoir si le master est pris en premier ou deuxième choix. Alors, non, on voit si l'étudiant a constitué. Alors, je rappelle que pour postuler dans notre faculté en Master 1, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 4 dossiers maximum. Par contre, ne vous est pas demandé de classer ces dossiers. Donc, la commission n'a pas connaissance de la hiérarchisation de vos dossiers. Voilà, d'accord, merci. C'est bien ce qui me semblait. On n'a pas connaissance de ça et vous n'avez pas à le classer, de toute façon. Le fait d'avoir un parcours atypique est-il rédhibitoire? Non, pour le parcours atypique, ça n'est pas rédhibitoire. Maintenant, pour la question du DUT carrière juridique avec passage en troisième année de droit, c'est un parcours qui est fréquent, on reçoit beaucoup de dossiers. Alors, je dois vous dire simplement que, en règle générale, les dossiers de DUT carrière juridique qui indiquent de très bonnes notes sont pris en compte avec beaucoup d'intérêt, mais que néanmoins, il faut avoir des notes bonnes en troisième année de droit. Et parfois, dans les dossiers que j'ai pu étudier l'année dernière, les notes de troisième année sont moins bonnes que les notes en DUT, et parfois sensiblement moins bonnes. Alors, c'est peut-être l'adaptation au parcours généraliste, je ne sais pas, mais ça fait que le dossier a plus de mal à passer dans ces circonstances. Droit du dommage corporel. Est-ce qu'il s'agit d'un enseignement complet ou d'une simple introduction? Ça dépend de l'enseignant. L'enseignante, en tout cas, est spécialisée dans ces questions. C'est Madame Legros qui fait avec cœur ce qu'elle enseigne. Et dans tous les cas, il vaut mieux 30 heures de droit du dommage corporel plutôt que pas du tout. Est-ce que c'est suffisant pour intégrer un master de droit privé? Ensuite, droit du dommage corporel, je sais qu'il y a certaines universités qui le proposent. Ça, je ne peux pas vous répondre, c'est à chaque responsable de formation de vous le dire. Et je
sais pas, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est certain, c'est que c'est une matière qui nous a semblé fondamentale, un peu comme le droit immobilier, c'est-à-dire ce sont les compétences en plus que vous pouvez avoir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se développe en dommage corporel, qu'il y a un droit spécifique du dommage corporel qui se développe, comme une partie de la doctrine a voulu le montrer depuis des années. Et l'idée, c'est qu'il vaut mieux avoir une petite formation, comme en droit des transports, par exemple, qui est une matière qui me tient à cœur. Si vous avez 30 heures de droit des transports, pour intégrer un master 2 de droit des transports, il vaut mieux avoir suivi ces 30 heures que pas du tout. Mais ça reste évidemment en 30 heures une introduction à la matière, pas au sens introduction très, 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 très flou, mais on ne fait pas le tour d'une matière en 30 heures. Une année à l'étranger, dans le cadre du programme Erasmus en Italie, est-il pénalisant? Alors, ce sont des questions qu'on nous pose chaque année et je dois vous dire que chaque année, on fait la même réponse. Non, non, absolument pas. Mais non seulement ça n'est pas pénalisant, mais en plus, c'est un plus, c'est une richesse. Voyager, regarder d'autres systèmes. Alors, évidemment, simplement, parfois, les notes obtenues en Erasmus sont plus élevées selon les pays. Donc, on arrive à voir, on a l'habitude, mais ça n'est pas du tout pénalisant. Au contraire, ça montre une ouverture de l'étudiant ou de l'étudiante qui est un plus. Ce n'est pas du tout pénalisant, absolument pas. Est-ce un plus d'obtenir de bonnes notes en droit public? Bien sûr, c'est un plus d'obtenir de bonnes notes, quels que soient les enseignements. Et puis, vous vous en rendrez compte aussi, on est en droit privé, mais finalement, dans le droit vivant, on distingue finalement assez peu la question du droit privé et du droit public. Quand vous serez praticien, quand vous serez avocat, vous aurez à connaître de choses en droit administratif, comme vous aurez à connaître de choses en droit civil, en droit de la filiation. Donc, bien sûr, c'est un plus, ça montre votre caractère complet. Le candidat n'ayant eu absolument aucune expérience, stage ou travail dans son CV, a-t-il moins de chances d'être pris? Non, non, pas du tout. Je vous ai dit, le tronc commun de la sélection se fait sur les résultats. Ce sont les résultats que vous avez obtenus. Si vous obtenez de bons résultats, mais que vous n'avez pas fait de stage, si vous avez 3 mentions, vous êtes en principe, alors ça dépend des années. Si ça se trouve, on va recevoir 2 fois plus de candidatures cette année et la sélection sera différente. Si vous avez obtenu 3 mentions les 3 années et que vous n'avez pas de stage, vous n'êtes pas du tout pénalisé sans avoir fait de stage ou de travail. Maintenant, un étudiant qui a de très bonnes notes et qui travaille aussi à côté, on sait ce que ça veut dire. On y est sensible aussi et c'est normal. Peut-on mettre d'autres diplômes que ceux juridiques? Oui, bien sûr. De la même manière que je vous disais tout à l'heure, toute formation extérieure, à mon sens, est une richesse. Ça montre votre ouverture sur le monde, sur les connaissances. C'est un plus dans l'étude de votre dossier. Dans l'hypothèse où nous sommes admis dans aucun master, peut-on retenter notre chance l'année prochaine? Il me semble que oui. Madame Sander, il n'y a pas de blocage. En tout cas, pas d'une année sur l'autre, mais je ne crois pas qu'il y ait de taquet, même à 2 ans, 3 ans. Non, toute personne peut postuler en master à partir du moment où elle a un minimum de prérequis. Mais donc oui, si cette année un étudiant se retrouve sans master, il peut repostuler l'année suivante. Après, s'il n'a pas été retenu dans un master, il y a peut-être une raison, peut-être quelque chose qui fait défaut dans son dossier et que donc il faudra peut-être qu'il essaie pendant cette année de trouver un moyen de revaloriser son dossier ou comment j'ai envie de dire, je ne trouve plus mes mots, de soit faire un DU, soit faire des stages, soit trouver un moyen d'occuper cette année intelligemment en vue d'intégrer le master de son choix. Voilà, et d'améliorer, comme le dit Madame Sander, la cause qui a fait que votre dossier n'a pas pu être retenu l'année précédente. La date des résultats d'admission, je ne l'ai pas en tête. Peut-être Madame Sander a-t-elle le calendrier? Alors, donc les candidatures, c'est du 26 avril au 26 mai sur les candidats. Et ensuite, vous avez une réponse. Alors, pour le master droit privé, comme on va dire la majorité des masters ici à la faculté, la sélection ne se fait que sur dossier. Il n'y a pas d'entretien. Et les résultats sont fin juin, début juillet au plus tard. Voilà, donc pas d'entretien pour répondre à la deuxième question la dernière question qui est posée sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux...
soit à l'oral si vous activez votre micro, soit sur le chat. Vous avez déjà une licence, vous êtes directement rentré en licence 2 après réorientation, ne pas avoir fait de licence 1 peut-il être pénalisant? Non, 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 pas du tout. C'est si vous avez montré votre bonne adaptation en faculté de droit et que vos résultats de licence 2 sont bons, et de même que vos résultats de licence 3, en particulier trimestre 5 et 6, si on y a accès au moment des sélections. Non, non, c'est pas pénalisant. Après, vous le savez, il y a des connaissances acquises de base en droit civil, en droit constitutionnel, qui font que, pour vous, pas sur la question du dossier et de la sélection, mais qui font qu'à un moment, vous devrez peut-être prendre un précis, de la matière, un memento, pour revoir un petit peu les différentes questions. Mais ça n'est pas du tout un obstacle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Qu'attend-on dans une lettre de motivation? C'est très difficile de répondre. Soyez vous-même. Soyez vous-même et dites-nous, écrivez-nous les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire cette formation. Finalement, c'est la pièce du dossier dans laquelle vous avez l'occasion de vous exprimer. Alors, on ne vous demande pas d'être exubérant, de vous exprimer de manière très, très, très détaillée. Mais c'est le moment où vous pouvez nous dire ce qui vous intéresse, pourquoi. Vous pouvez tout à fait nous dire. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous dire, nous mentir en disant, alors oui, je sais tout de suite ce que je veux faire, je veux être magistrat, je veux suivre telle et telle matière. Si vous le savez et que vous voulez l'être, dites-le. Mais si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave de ne pas savoir pas savoir ce que vous souhaitez faire à l'issue de la licence. Vous pouvez aussi savoir que vous souhaitez garder une formation généraliste. Chacun est différent, c'est ce qui fait la beauté des êtres humains et précisément, la lettre de motivation est là pour ça, pour nous indiquer pourquoi vous souhaitez pourquoi vous êtes motivé, pourquoi vous souhaitez intégrer la formation. Est-ce que vous pouvez faire une année de césure après la licence 3 en faisant un DU avant de faire une demande de master? Si, est-ce qu'il y a un format à respecter sur la lettre de motivation? Généralement, une page, c'est un bon format pour la lettre de motivation. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une césure en faisant un DU? Oui, tout à fait. La condition pour entrer en Master 1, je parle sous le contrôle toujours de Mme Sander, c'est d'avoir la licence, mais on peut candidater après avoir fait une césure tout à fait sans obstacle. Est-ce que vous êtes dans l'obligation de préciser le parcours antérieur à votre licence de droit? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Disons que plus on a d'éléments, plus ça nous permet de juger votre candidature. Je vais vous dire, si vous faites référence au lycée et vous dites que vous n'avez pas eu d'excellentes notes au lycée, vous pouvez faire référence quand même au lycée en montrant que vous avez beaucoup progressé. Quelqu'un qui était moyen au lycée et qui arrive à avoir des mentions en licence 2, par exemple, avec une petite hésitation en licence 1, et puis en licence 3, ça monte encore, c'est très bien. Ça montre l'adaptation. Ça montre que vous avez pris le fil et que vous avez progressé. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on regarde véritablement. Est-ce que les mentions prises en compte sont celles obtenues par année ou par semestre? On regarde tout. À titre personnel, je suis plus mention par année. Je trouve que les mentions par semestre, bon, les mentions classiques, ce sont des mentions par année. Maintenant, ce qui compte, c'est, quand je vous dis 2 mentions, c'est 2 mentions à l'année, c'est-à-dire mention en licence 2, mention en licence 3, par exemple. Maintenant, si vous avez une mention au semestre, c'est mieux que de ne pas avoir de mention du tout, évidemment. Ce qu'on regarde au-delà des mentions, c'est on regarde le résultat, la moyenne générale, et les résultats particuliers aussi. Monsieur, je me suis réorientée en cours d'année, en première année du coup, et je n'ai pas pu avoir mes résultats. Enfin, c'est hyper difficile d'accéder à mon bulletin officiel, en tout cas de premier semestre. C'était PACES. Est-ce que c'est dérangeant ou pas pour les candidatures? Puisque du coup, je n'ai pas mes notes, enfin si, mais un bulletin pas officiel. Pour nous, ce n'est pas dérangeant, surtout si c'est PACES, on voit que vous avez fait PACES, voilà. Administrativement, je ne sais pas, je ne crois pas, mais pour nous, ça ne pose pas de difficulté.
Madame Sander, peut-être. Alors, si en effet, là, vous évoquez voilà, la cesse que vous avez fait après votre bac, avant d'intégrer une licence de droit, si vous n'avez pas le relevé de notes officiel, alors vous devez quand même indiquer dans votre dossier que vous êtes passé par ce cursus-là. Si vous avez un relevé de notes type ENT, vous le mettez et en effet, votre dossier, on ne va pas le retoquer parce qu'il n'y a pas le relevé de notes officiel. D'ailleurs, notamment pour les résultats en cours d'année, on vous demande de mettre au moins le S5 et le S6, vous ne l'avez pas, donc on ne vous l'impose pas. Pareil, le S5, selon les établissements, alors nous ici, on sait que vous avez vos relevés de notes officiels, mais on connaît aussi vos ENT. Votre ENT, vos résultats via l'ENT sont acceptés dans un premier temps. Après, si vous êtes admis dans le master et que vous venez d'un autre établissement que chez nous, il nous faudra vos relevés de notes et vos résultats officiels de licence avant de vous autoriser à vous inscrire dans le master. Mais au niveau de la candidature, les relevés de notes non officiels peuvent suffire. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions? Ou pas, hein, d'ailleurs, si on a fait le tour. Pas de dernière question. Alors écoutez, j'espère que les informations qu'on a... Alors si, une dernière question. Si on a eu une très mauvaise note dans une matière 1 sur 20, mais qu'on a pu obtenir 4 fois la mention, est-ce rédhibitoire? Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez avoir eu un accident. Si vous avez obtenu 4 fois la mention en dépit d'un 1 sur 20, c'est que vos notes sont par ailleurs très bonnes. En résumé, je voudrais vous dire, puisqu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça, on doit opérer une sélection, c'est certain, et ce sont les meilleurs dossiers qui seront sélectionnés. Néanmoins, il n'y a pas de critères rédhibitoires, pas du tout. On prend votre dossier comme il est, on prend votre parcours comme il est, on essaye de comprendre votre profil, de le connaître au mieux de ce que vous nous donnez. Il n'y a rien de rédhibitoire, vraiment. Que ce soit une année à l'étranger, au contraire, que ce soit un redoublement n'est pas rédhibitoire. Évidemment, si vous avez redoublé 3 fois, n'avez eu aucune mention et avez eu vos années en point jury, ça, c'est, sauf circonstances que je ne vois pas, si vous voulez utiliser le terme rédhibitoire que j'aime pas du tout, peut-être que là, on s'en rapproche. Il n'y a rien de rédhibitoire. En revanche, il faut que vous ayez en tête, ça vous l'avez, que c'est une sélection et que il y a des dossiers qu'on pourra prendre et d'autres dossiers qu'on ne pourra pas prendre parce que les places sont limitées. Mais il n'y a pas de critères rédhibitoires dans un dossier. Voilà. Je pense que ça pourrait être le résumé des questions qui sont posées pour l'essentiel. S'il n'y a pas d'autres questions qui s'inscrivent sur le chat, j'espère qu'on a fait le tour. De mon côté, j'ai été très heureux de vous présenter cette formation à laquelle je tiens beaucoup, le Master droit privé et les 2 Master 2 qui en dépendent. J'ai été très heureux de vous la présenter au nom de l'équipe pédagogique, au nom aussi du professeur Nicolas Dissot qui dirige l'autre Master 2. Et voilà, peut-être qu'on sera amené à connaître et à étudier votre dossier dans les semaines qui viendront. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Madame Sander si vous avez quelque chose à ajouter. Mais de mon côté, moi, je vous remercie d'être venu en nombre. Et puis peut-être à bientôt. Rien de plus à ajouter, si ce n'est que voilà, si vous avez encore d'autres types de questions, alors vous n'hésitez pas à adresser vos demandes à la scolarité des Master 1, donc par mail, master1-droit@unif-lille.fr. Et pour ceux qui le souhaitent, ou si vous avez des camarades de promo, vous savez qu'ils n'ont pas pu assister à cette présentation d'aujourd'hui, donc comme pour les autres conférences, on va la mettre en ligne sur la chaîne YouTube de la faculté dans le courant de la semaine.